Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de cet épisode, le pacte européen sur l'asile et la migration, dont le Parlement européen vient d'adopter tous les textes. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'abord, pacte vient du latin pactum, signifiant convention, accord, contrat, parole, promesse, arrangement ou encore traité. Le mot est étymologiquement lié à la paix, pactus étant le participe passé de paciscor, faire la paix. Ce pacte migratoire est en effet un accord décisif au sein des 27 qui montrait jusque-là de plus en plus de divisions sur la politique migratoire commune. À la veille du renouvellement des députés du Parlement européen, le pacte prévoit notamment le durcissement du contrôle des arrivées de migrants au sein de l'UE, mais aussi la mise en place d'un système de solidarité entre les États membres sur cette question épineuse de la répartition des réfugiés. Car depuis 2015, la politique migratoire de l'UE a été mise à mal par la crise engendrée par l'arrivée de près de 2 millions de migrants sur le sol européen. 2015-2024, les 27 font de nouveau face à une nouvelle vague de demandeurs d'asile qui est de fait la plus importante depuis 9 ans. Que contient ce pacte précisément ? Et surtout, pourra-t-il pacifier les crispations entre les pays du Nord et ceux du Sud de l'Europe ? L'Europe forteresse est-elle née réellement, née de ce pacte justement ? Alors pour comprendre et répondre à ces questions, comprendre les enjeux et les conséquences réelles de ce pacte migratoire, notamment sur les pays émetteurs, un pacte, rappelons-le, porté depuis 4 ans par la présidente controversée de la Commission européenne. Je reçois aujourd'hui le sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, professeur Mehdi Eliwa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. En face, avec nous, le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Saheli. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du détail et des détails de ce pacte européen sur l'asile et la migration, communément appelé le pacte migratoire, qu'est-ce que c'est ? Professeur Saheli. Alors, première observation, l'Union européenne connaît une grave crise migratoire depuis des décennies. Ça s'est aggravé, en particulier en 2015-2016, avec l'afflux de près de 2 millions de réfugiés syriens. Oui. C'est fondamental. Voilà, donc c'est à partir de là, contexte, en effet, voilà, les 1,8 c'est à partir de ce contexte-là que les Européens ont dit bon, il y a là un gros dossier, il faut apporter des solutions. Alors, c'était là une crise migratoire larvée, évidemment, et il fallait donc trouver une solution, parce que c'était un révélateur des insuffisances des politiques migratoires et de l'Union européenne et de chacun des pays membres. Il y avait une absence de coordination entre les différents pays, c'est connu, et c'est comme ça que 4 ans après, ça prend du temps, ces choses-là, ça prend du temps. En septembre 2020, la Commission européenne, donc, qui est l'organe exécutif, donc, a présenté un nouveau projet appelé Pacte sur la migration et l'asile. Qu'est-ce qui est précisé suivant l'exposé des motifs des rapporteurs ? Ceci, une approche globale bienvenue visant à donner une cohérence aux efforts déployés pour le contrôle aux frontières, la migration et l'asile, et à rétablir une confiance mutuelle au sein de l'Union européenne. Voilà le premier canevas. Alors, nous sommes aujourd'hui, le 10 avril 2024. C'était l'adoption de ce pacte qui a été aménagé entre-temps, entre 2020 et 2024. Un pacte qui est un texte important, pacte sur la migration et le droit d'asile. Un pacte, c'est un dossier d'un millier de pages. Ce n'est pas un pacte de 3 feuillets avec 15 articles. C'est un millier de pages avec des principes, des modalités, des procédures, etc. C'est très pointu sur ce plan-là. Et maintenant, quand même, il faut anticiper. Il ne va pas être appliqué dans les 48 heures. L'hypothèse probable, c'est qu'il sera mis sur pied d'ici 2 ans, d'ici 2026. C'est l'hypothèse la plus crédible qui est retenue. Alors, peut-être qu'on rentre dans les détails ou on va y revenir. On va y revenir, mais avant, vous avez rappelé le contexte d'abord de la naissance du projet d'un pacte européen pour la migration et l'asile. Et là, on voit qu'après plusieurs tractations, plusieurs années, près de 10 ans de négociations, eh bien, ce texte est finalement adopté. Rappelons peut-être, vous avez rappelé le contexte
de sa naissance. Rappelons le contexte aussi, Mehdi Eliwa, de son adoption. Pourquoi est-ce que vous pensez que, compte tenu du contexte actuel en Europe, mais aussi dans le reste du monde, eh bien, on a accéléré l'adoption de ce pacte? Non, je ne pense pas. Peut-être qu'à quelques mois près, effectivement, il y a les élections européennes, donc peut-être ça a donné un petit coup d'accélérateur, mais en fait, ça remonte à 32 ans. Ça fait 32 ans, en réalité, qu'on discute. La grande innovation, enfin, c'est pas, le mot innovation est malvenu, mais ce qui est un peu nouveau, c'est que ce sont les parlementaires, ce sont les élus des Européens qui ont discuté ce texte-là et qui ont voté ce texte-là. Alors que depuis 32 ans, ça reste essentiellement au niveau des commissions, au niveau de la Commission européenne, au niveau de tout ensemble de protocoles, aussi au niveau de tous les sommets européens. Donc c'est quelque chose qui revient systématiquement. Depuis que Schengen est passé, s'est posé la question, puisqu'on a la levée des frontières intérieures de l'Europe, avec la liberté de circulation et d'installation, qui d'ailleurs a mis du temps à vraiment être concrète du point de vue de l'installation, des droits, du droit de vote aux élections locales, enfin, du droit à certains droits sociaux. Donc ça a mis beaucoup de temps à aboutir, mais c'est depuis très longtemps bien abouti pour les citoyens européens. C'est poser la question des frontières extérieures, ce qu'on appelle dans le jargon européen les pays tiers ou les extra-européens. Et donc les pays tiers, en fait, c'est nous, pour le dire clairement. Et donc il y a eu une obsession des frontières, et donc il fallait trouver le moyen de gérer des frontières qui étaient perçues comme une seule et même frontière, alors qu'elles étaient la somme d'États membres, la somme d'États-nations constitués et souverains, qui étaient les pays européens qui avaient une frontière avec un pays non européen. Ou comme la Pologne peut avoir des frontières avec d'autres pays, des pays baltiques, la Biélorussie, etc. Donc c'est ça ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, il y a une dimension, on va dire, démocratique dans cette discussion. Donc d'un certain point de vue, c'est quand même une avancée, parce que jusque-là, c'était une démocratie, on va dire, indirecte. C'était les représentants de chaque nation qui discutaient de manière très sécuritaire sur des choses très techniques, des opérations, Frontex, la gestion intégrée des frontières, des choses comme ça. Et là, on a enfin eu quelque chose de l'ordre du législatif. Donc c'est tout de même positif d'un certain point de vue. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'il y a dedans. Quand vous dites législatif, il faut rappeler aussi que la présidente de ce même Parlement européen, Roberta Metsola, est ancienne législatrice en chef sur la migration. C'est un détail qui n'est pas des moindres et qu'il m'a fallu quand même préciser. Vous avez parlé de Frontex, c'est cette agence européenne de garde-frontières, plus d'1,8 million de passagers frontaliers illégaux, le nombre le plus élevé jamais enregistré, donc ça a été enregistré en 2023. 2023 toujours. Est-ce que j'insiste sur cette question de contexte, est-ce que c'est contextuel, Staffas Himi, c'est contextuel que ce pacte soit passé à ce moment-là, et qui sont ces migrants? Et quelle est la différence entre un migrant et un irrégulier et un demandeur d'asile? Vous avez raison de faire cette distinction, mais auparavant, je voudrais donner ma lecture de cet effort de codification de l'Union européenne. Mon collègue et ami a parlé d'une avancée et que c'était positif. Oui, c'est une avancée, mais ce n'est pas une avancée démocratique. On va y revenir. C'est positif pour ce qui est de la convergence des politiques restrictives des 27 pays membres de l'Union européenne. Restrictif veut dire contraignant pour les pays? Non, restrictif pour les pays tiers. Les pays tiers, et d'ailleurs même pour ce qui est des pays intéressés, c'est-à-dire les 27, il y a des aménagements qui ont été trouvés, notamment principe de solidarité, on va y revenir. Alors, maintenant, il faut rappeler qu'est-ce qu'apporte ce pacte. C'est un pacte qui se préoccupe de mettre sur pied ce qu'on a appelé des partenariats sur mesure, c'est-à-dire à la carte. L'Union européenne n'a pas une politique globale en matière migratoire et de droit d'asile. Elle a un principe, mais en fait, il y a une déclinaison particulière des politiques migratoires et d'asile suivant un certain nombre de situations. Je vais vous donner un certain nombre d'illustrations. Ce pacte repose d'abord sur l'exploitation du nouveau code de visa Schengen
Vous savez, il y a un nouveau code visa Schengen depuis 2020. Et quels sont les aménagements apportés à ce nouveau code Schengen? Il s'agit d'écarter donc une migration considérée comme une menace. Il s'agit aussi de se servir de ce nouveau code Schengen, c'est ça la référence, c'est quand même intéressant, comme levier pour coopérer et en même temps accentuer une politique d'expulsion. Il faut y ajouter, dans ce nouveau code Schengen 2020, une évaluation annuelle du degré de coopération des pays tiers, et notamment leur participation ou non, l'implication à la politique d'expulsion. Et on a sur ce plan-là une classification faite par l'Union européenne. Il y a les bons élèves, ceux qui appliquent les mesures d'expulsion requises, demandées par l'Union européenne, et les mauvais élèves. Et puis, il y a par exemple, avec des mesures punitives, je vais citer la Gambie, c'est une mesure punitive financière. Le droit de visa est passé de 80 € à 120 €. Et puis, comment ne pas parler des mesures restrictives prises par le gouvernement français en septembre 2021 par le président Macron, réduisant de 50% les visas attribués aux Marocains et aux Algériens et 30% pour la Tunisie. Mesure qui avait été considérée donc au Maroc par les plus hauts responsables et par l'opinion publique comme punitive, comme une punition collective inacceptable, battant en brèche le discours de partenariat privilégié entre Paris et Rabat. Il y a aussi... Vous pensez que ça découle vraiment de ce code Schengen adopté en 2020 ? Oui, non. C'est-à-dire qu'il y avait propre aux États, parce qu'il est important. Parce que vous avez fait la distinction entre ce qui se gère au niveau européen et ce qui se gère au niveau étatique. Nous allons y arriver. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça ? Ça découle de cela ? Le texte de référence, vous avez raison, c'est le nouveau code des visas Schengen 2020. Sur ça, évidemment, chacun des pays membres de l'Union européenne l'applique à sa manière. En l'espèce, pour ce qui est de la réduction des visas décidée par le président Macron à l'endroit du Maroc, nous parlons du Maroc, c'est une mesure qui a été une mesure d'une grande brutalité diplomatique. Tout ça parce que, d'ailleurs, il avait dit, il n'y a pas de retour. Les consulats marocains en France ne donnent pas les laissez-passer. Vous le savez, il faut des laissez-passer de circulation. On en avait donné 13. Il disait qu'il y en avait 1200, etc. Et que le Maroc estimait que c'était inacceptable. Bon, entre-temps, les choses ont changé. Oui, mais il faut l'histoire. Ça a été déjà annoncé par l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Vous savez, je vais vous dire ceci. Et confirmé par le nouveau chef de la diplomatie. Avant de tourner une page, il faut la lire. Les Marocains savent lire les pages et savent aussi tourner les pages. Nous sommes dans un schéma maintenant où on tourne les pages et on ne peut que s'en féliciter. Il y a aussi un autre élément qui est important dans la politique de l'Union européenne, c'est que les enjeux migratoires sont devenus au cœur de l'action diplomatique de chacun des pays. Et politique. L'action diplomatique et politique, c'est tellement vrai, on a vu, j'ai parlé des mesures prises par le président Macron et d'autres, etc. Autre chose encore, ce qui bloque, c'est les accords de réadmission. Les accords de réadmission, pour l'heure, l'Union de réadmission, c'est-à-dire des refoulés ou des gens qui n'ont pas eu droit, ou des déboutés du droit d'asile qui doivent revenir vers le pays de départ. C'est ça la réadmission. Le Maroc, ça a toujours une position de principe constante, pas de réadmission si ce n'est sur la base d'un dossier établi. Lequel ? C'est-à-dire qu'on puisse prouver que le refoulé est bien d'origine marocaine. Et la position du Maroc, c'était... Et d'ailleurs, ceux qui sont irréguliers, ils détruisent leurs papiers, leurs passeports, vous savez très bien. Il y a des mineurs, il y a 1300 mineurs, etc. Le Maroc dit oui, mais les autorités françaises, le ministère de l'Intérieur dit ce sont des Marocains. Je dis comment ce sont des Marocains ? Mais il faut prouver que ce sont des Marocains. Le type marocain se retrouve, il n'est pas scandinave, mais il se retrouve en Algérie, en Tunisie, en Libye, ailleurs, au Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est le problème des réadmissions. Sur ça, je voudrais relever un point. C'est le fait que, parallèlement à des accords conventionnels en bonne et due forme, qui sont des engagements internationaux, de droit international, il y a des accords informels qui sont signés
Et donc, sur ce plan-là, ça pose un certain nombre... Qui sont signés entre États, ça passe Rémi Oui. Parce que là, c'est là où, effectivement, on devrait vraiment mettre la lumière. Est-ce que c'est une relation inter-États ou c'est une relation entre des États tiers, en l'occurrence, et des États de l'UE? Des accords informels qui sont faits sur quelle base? Sur la base d'arrangements administratifs. C'est discret. Sur la base de notes verbales. Vous savez, dans la pratique diplomatique, il y a les notes verbales. Absolument. Sur la base de démarches, etc. Tenez-vous bien, l'Union européenne a 18 accords informels avec qui? Avec un certain nombre de pays. Et ça, c'est la première vague. Et l'Union européenne, maintenant, cible qui pour arriver à des accords informels, et pas simplement des accords formels? L'Algérie, la Chine, la Jordanie, le Nigeria, la Tunisie et le Maroc. Nous en sommes là, c'est-à-dire que nous sommes l'objet d'un ciblage pour nous faire signer des accords de réadmission. Alors la politique européenne, elle a commencé par l'encerclement méditerranéen, de la Russie de la Méditerranée, avec un accord signé avec la Tunisie, en contrepartie d'une aide financière de développement de 1,5 milliard d'euros, avec l'Égypte. Exact. Également avec une somme encore plus importante, avec la Mauritanie. D'où le déplacement d'Ursula von der Leyen chez Abdel Fattah al-Sisi, c'était il y a quelques semaines. Tout à fait. Et il reste un bastion qui résiste, c'est le Maroc. Le souci de la Commission européenne, c'est que le Maroc donc recule et se plie à le Maroc, je puis vous le dire, je ne suis pas mandaté pour le dire, mais c'est un avis d'observateur, le Maroc n'acceptera jamais des accords de réadmission. Qui figurent dans ce pacte migratoire. Juste pour expliquer aux téléspectateurs, pourquoi vous parlez de ces accords de réadmission. Qui sont dans le pacte migratoire et de migration. Le Maroc respectera de manière conventionnelle et publique, dans le cadre de traités internationaux, des possibilités de réadmission. Le Maroc n'acceptera pas de passer à la deuxième catégorie d'accords informels, discrets, etc., parce que c'est une question de dignité nationale et il n'est pas question qu'il y ait au Maroc des centres de réadmission recouverts d'une sorte de voile pudique, si je puis dire. Autre observation, si vous le permettez. Rapidement, Mustafa Slimine, pour donner quand même la parole à Mehdi Aliwa. Le souci de l'Union européenne, c'est d'avoir des plans d'externalisation des contrôles migratoires. Justement, c'est ça le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières de l'UE. Nous y venons. Un commentaire d'abord, Mehdi Aliwa, sur ce que contient ce pacte migratoire. Pourquoi il crée déjà le débat, notamment au sein de la communauté, la société civile, mais aussi, et on y viendra plus tard, chez les partis politiques de gauche comme de droite. Oui. Alors déjà, quand j'expliquais que c'était une avancée, qu'il y avait une dimension positive, ce n'est pas pour dire qu'en soi, le pacte tout seul est positif, c'est que le fait qu'il soit voté... Le contraire m'aurait étonné pour, justement, quelqu'un qui suit cette question migratoire depuis tellement d'années. Je pense que vous ne le voyez pas d'un œil très positif et optimiste, ce pacte migratoire. Non, très, très pessimiste, mais au moins on a une matière. C'est comme quand vous allez des fois manger le kfta, je ne sais pas assez dire qassem, vous ne savez pas toujours comment elle a été faite. Donc vous la mangez, elle peut être bonne ou mauvaise. Là, on a été dans les cuisines, parce que du coup, on a pu suivre, ou un certain nombre d'observateurs ont pu suivre. Donc il y a, comme ça a été rappelé par le professeur Sahimi, il y a eu tout un ensemble bien sûr, de textes. Il y a eu, je crois, 4 ou 5 rapporteurs. Donc on connaît leur identité, leur étiquette politique. Donc on est dans la cuisine interne de la politique européenne. Et donc du coup, on comprend mieux ce que veulent les Européens, même si c'est assez négatif sur le fond. Sur le fond, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, ça n'a pas évolué en fait. L'idée que c'est les pays d'entrée de l'Union européenne qui vont continuer à faire le filtrage. Accueillir, non, à faire le filtrage. Parce que c'est ça le vrai problème. L'Italie continue à accueillir un certain nombre de migrants et a fait des accords pour augmenter un nombre très important, parce que l'Italie est en déficit
de population. Il y a l'élément démographique, absolument. Il est très présent. Donc l'Italie continue à avoir des gens qui rentrent sur son territoire sans qu'ils aient l'autorisation de le faire, et donc ils sont débordés par cela, mais en même temps, ils ont un besoin, c'est ce qui crée un paradoxe incroyable. Les besoins étaient évalués à 500 000 emplois par l'Italie. Et ça a été validé, et ils vont prendre 500 000 extra-européens, parce qu'en fait, on ne va pas les trouver sur le continent européen, dans les pays membres de l'Union européenne, parce que de toute façon, il y a dans la majorité de ces pays-là la même réalité de déficit démographique. Donc les gens partent à la retraite et il y a moins de jeunes pour les remplacer, pour aller vite. Et ce qui est en jeu ici, c'est que l'Italie continuera à faire ce qu'elle fait, des fois bien, des fois mal, en termes de droits humains. L'Espagne continuera à faire ce qu'elle fait. Et ce que rajoute ce texte-là, c'est que le filtrage va être beaucoup plus sévère. On va immédiatement... Qu'est-ce qu'on appelle par filtrage? C'est-à-dire que... Identification très rapide, pour pouvoir expulser très rapidement. Réponse donnée pour les personnes qui vont demander l'asile très rapide. Et donc, ça veut dire que quand on donne des réponses rapides, on ne prend pas le temps de vraiment écouter les personnes. On va se baser en fait sur des statistiques. On va estimer qu'il y a des pays sûrs. Et donc, on va dire que tel pays est sûr, mais peut-être que ce pays est sûr, mais ça ne veut pas dire que telle personne n'est pas mise en danger. C'est possible qu'on peut être mis en danger, même dans un pays sûr, parce qu'il y a des aléas politiques qui font qu'on est mis en danger. Mais c'est aussi en fait, c'est les pays pas sûrs, du coup. Parce que si on demande l'asile, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité dans son propre pays. Vous comprenez donc bien on va vers l'Europe. C'est ça. Et quand on le fait sans autorisation, vous comprenez bien que ce ne sont pas les citoyens canadiens ou nord-américains en général qui sont visés. Donc c'est ça le fond du problème. Oui, le fond du problème, c'est que pour l'Europe, il y a ce qu'on appelle le tiers-monde, ce que certains appellent aujourd'hui le Global South, le Sud global, ce qui est l'équivalent en fait de l'ancien tiers-monde. Donc les anciens pays qui se sont libérés du joug colonial et qui continuent à exister dans des rapports géopolitiques très compliqués, et notamment avec parfois des formes de néocolonialisme qui ne disent pas leur nom, ou parfois même qui disent leur nom. Et donc cette majorité de la population est perçue comme dangereuse, comme problématique pour l'Europe, donc il faut les contrôler. Et parce que vous n'avez pas répondu à ma question, professeur Strimé, aussi impertinente était-elle. Donc du coup, quelle différence entre ces demandeurs d'asile, le migrant irrégulier parce que ce texte-là, clairement, déjà par le titre, on peut comprendre que c'est un pacte pour la migration et l'asile. C'est un pacte, en fait, intra-européen. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, sur la question diplomatique, et c'est juste, mais c'est surtout, c'est ça, entre guillemets, qui est nouveau, parce que c'est pas simplement parce que ça a été voté par le Parlement européen et par les parlementaires européens, et parce qu'elle va mettre en place beaucoup plus de solidarité, en principe, je pense que ce n'est pas gagné, entre les pays européens, c'est-à-dire des réadmissions qui se font à l'intérieur des pays membres de l'Union européenne. À un moment donné, l'Espagne a trop de personnes qui débarqueraient, et donc on va contraindre les pays membres de l'Union européenne de réinstaller. Donc on ne parle pas de réadmission, vous voyez, le langage, on parle de réinstallation. Les réadmissions, c'est les expulsions vers le Global South, les restes du monde, si on prend d'un point de vue ironique, ce n'est pas très rigolo en vérité. Et à l'intérieur de l'Europe, ce sont des réinstallations. Et donc, on va contraindre les pays à le faire, auquel cas, ils paieraient par personne 20 000 € d'amende si ils ne réinstallent pas avec des quotas jusqu'à 30 000 par an, etc. On peut instaurer des quotas d'immigration? Ce n'est pas des quotas d'immigration, en fait. Ici, il n'y a rien de positif au sens du point de vue du Sud. C'est-à-dire que ici, c'est les personnes qui vont vouloir se rendre de manière irrégulière en Europe, parce qu'elles fuient ou parce qu'elles sont désespérées ou parce qu'elles se sont fait leurrer par un passeur. Il y a tout un ensemble de cas de figure, d'accord, ou parce qu'aussi elles sont attendues de l'autre côté pour les faire travailler mais qu'ils n'ont pas obtenu le visa Schengen. Ça aussi, c'est le cas. Et en fait, elles savent qu'on leur fait des clins d'œil, on va les embêter un peu, mais après, on va finir par les faire travailler dans l'agriculture, dans les serres, etc. Donc, toutes ces personnes qui sont toutes différentes les unes des autres, quand elles arrivent, qu'elles sont appréhendées en mer ou ailleurs, ou dans les îles Canaries, ou à Lampedusa, ou aux côtes, ou même du côté de l'Est, dans les pays balkaniques, etc., ou en Grèce, lorsqu'elles sont appréhendées, on va les mettre immédiatement dans des camps, et on va en principe avoir des moyens suffisants pour pouvoir très rapidement les identifier, prendre leurs empreintes biométriques, les filmer, les photographier, même les enfants, et les mettre en détention le temps de les expulser ou de les réinstaller. C'est ça ce qui est nouveau. Vous avez parlé de contraintes.
de contraindre les pays? Est-ce que ce pacte migratoire est contraignant pour les pays qui l'ont signé, donc les pays de l'Union européenne? Jusqu'à quel point il serait contraignant? Où s'arrête la liberté de l'appartenance européenne et où commence celle de la souveraineté, parce que chaque pays est souverain aussi, quant à sa gestion des flux migratoires? En fait, je pense qu'ils paieront leur amende. Ils essaieront de payer le moins possible. Et des pays qui sont dirigés, par exemple, par une sorte de néo-nationalisme, néo-populisme comme la Hongrie sous Orban, décidera de payer ses amendes en essayant, avec des avocats, de payer le moins possible. Et s'il faut envoyer 2-3 millions d'euros pour faire plaisir, ils le feront et ils garderont la tête haute en disant on ne prend pas de migrants chez nous, parce que c'est leur projet politique. Et Donc je pense pas que ça changera. Ces budgets-là, des amendes, seraient destinés à qui? Aux pays de l'UE pour mieux gérer ou aussi pour les pays tiers? Non, pas du tout. Les pays tiers, en fait, sont ici complètement à la marge de ce texte-là. Ils ne sont pas concernés, en fait. Ils sont un peu concernés. Il y a des choses, mais c'est pas ils sont concernés quand c'est trop tard. C'est-à-dire quand les gens sont déjà là et qu'on veut nous les renvoyer de force, même des non-ressortissants. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne verra plus ces stations ou ces centres plutôt d'accueil aux frontières. Ah si, ils vont même augmenter. Mais ils vont augmenter. Ils prévoient jusqu'à 130 000 places. Mais si vous dites ça, ça veut dire qu'en fait, elles ne seront plus aux frontières, mais du coup, elles seront soit à rapatrier chez elles, si on arrive à déterminer en fait, aux frontières, leurs origines. On va construire des prisons, des centres de rétention administrative, comme on dit en français. Les CRA, c'est un euphémisme, ce sont des prisons dans lesquelles on pourra mettre des mineurs, ce qui est une première dans l'Union européenne, comme ce qu'a fait à l'époque Donald Trump aux États-Unis, et ce qui avait choqué beaucoup d'Européens. Donc on va voir peut-être demain des enfants dans des prisons, derrière des barreaux. On va les mettre là, le temps de déterminer leur statut. Mais avant, on ne pouvait pas le faire parce que ça relevait de l'Italie, ça relevait de... Là, ça va être un jeu commun où on va mettre de l'argent en commun pour pouvoir filtrer aux frontières. Et ensuite, on va soit les réinstaller dans le pays où ils sont arrivés ou dans un autre pays de l'Union européenne, soit les renvoyer, bon gré mal gré, vers les pays d'où ils sont arrivés ou les pays d'origine. Selon Amnesty International, avec ce pacte, l'UE rate l'occasion de placer les droits humains au cœur de sa politique migratoire, dixit donc Amnesty International. Mustafa Sahimi, oui. Est-ce que vous pensez que c'est un recul des droits des réfugiés et des migrants? C'est une forte régression et effectivement une atteinte à des droits fondamentaux. Il faut rappeler le détail, ça a été dit peut-être, mais j'y reviens, le détail des procédures. 2022, il y a eu 380 000 migrants irréguliers. 2022. Bien. Sur ces 380 000 migrants irréguliers, il n'y en avait que 20% qui avaient une identification de nationalité. Les 80 autres pourcents ne pouvaient pas présenter de documents probants de nationalité. Mais la reconnaissance faciale, ce qu'on dit là, c'est d'abord ça, les grandes masses. Il y a 20% qui disent oui, nous sommes tunisiens, nous sommes ceci, etc. Bien. Il y en a 80%, ce qui fait quand même plus de 300 000, il faut le dire, sur les 380 000, qui ne peuvent pas justifier d'une identification nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, c'est là qu'interviennent des dispositifs qui ont été évoqués, sur lesquels il faut peut-être revenir. Dispositifs mis par l'Union européenne dans ce pacte. Le premier dispositif, c'est le filtrage. Le filtrage, il se fait où? Il ne se fait pas dans les pays émetteurs, il se fait dans les pays récepteurs. Oui. Bien. Ensuite. Et alors, ceux qui ont une nationalité, ça pose moins de problèmes. Parce qu'il y a, à ce moment-là, on peut actionner une action diplomatique, voir les consulats, etc. Le problème, c'est que ça nourrit une pratique de discrimination et de profilage par nationalité. Il y a les 20% qui ont une nationalité, donc c'est le premier lot, et il y a les 80% qui sont des sans-papiers, sans nationalité établie, et il y a là une discrimination. C'est pour ça que les ONG relèvent ça. Je signale au passage, j'avais cité une ONG,
j'ai le total, il y a 183 ONG européennes, américaines, internationales qui ont pris position contre ce pacte-là. Mais tout le monde, j'ai l'impression, est en train de prendre position contre, mais qui l'a voté. Je veux dire, même dans la classe politique européenne, et on le voit, la gauche n'est pas contente. Même l'extrême droite a un peu grincé des dents après l'adoption de ce texte. Il a été voté, le Parlement européen fait 700 membres, 705 si j'ai bonne mémoire, il a été voté à 635, 640. Non, donc c'est une énorme majorité. Je suis pas en train, je ne suis pas en train de... Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas démocratique. J'y viens. Vous l'avez dit. Oui, c'est pour ça que je vous interpelle aussi. Alors, même si, effectivement, il a été voté démocratiquement au sein du Parlement européen, mais in fine, on n'a pas l'impression que c'est la majorité qui l'approuve tel que le montrent les chiffres du vote. Pourquoi ce n'est pas démocratique? C'est une atteinte aux droits fondamentaux. Déjà, premier dispositif, celui du filtrage. Celui du filtrage qui est fait comment? C'est un contrôle préalable à l'entrée qui est fait sur quelle base? Il y a un délai de 5 jours, en faisant travailler d'ailleurs Frontex qui est l'institution spécialisée, l'Agence européenne d'asile. Ensuite, il y a un contrôle d'identité avec empreintes, enregistrement de ces empreintes sur les bases de données de l'Union européenne. Ensuite, ça c'est ce qui est fait de manière générale. Mais dans le lot des migrants, des 300 000, pour retenir 300 000 migrants irréguliers, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont des migrants irréguliers, qui sont là, et il y a ceux qui sont des migrants irréguliers, demandeurs de droit d'asile. C'est pour ça que je vous ai interpellé. Et donc les régimes juridiques sont différents. Oui. Alors pour ce qui est des demandeurs de droit d'asile, il y a une procédure accélérée qui dure 3 mois. Avant, ça durait 1 an, 2 ans, etc. On se baladait avec une carte de réfugié, tout ça, droit d'asile. Ça a été réduit à 12 semaines. Ça, c'est la procédure accélérée. Il y a une autre variante, c'est la procédure normale, c'est-à-dire les personnes, au vu de leur dossier, qui sont potentiellement éligibles à un statut de bénéfice au droit d'asile. Et puis, vous avez une 3e catégorie, c'est l'expulsion immédiate. C'est-à-dire qu'on considère que ce migrant n'a aucun titre, n'a aucun élément, etc., une expulsion immédiate depuis la frontière d'accueil. Et le délai est de 12 semaines, il est de 3 mois. C'est là qu'interviennent, ce à quoi fait référence mon collègue, les centres de rétention et d'enfermement. C'est quand même exceptionnel. Je sais bien qu'il y a des centres de rétention administrative, il y en a dans les aéroports, partout, etc., pour ceux qui sont... Mais il y avait même des rumeurs que ces centres-là allaient être délocalisés. Mais c'était... En fait, qu'on allait gérer... Bon, c'est rien de confirmé. Non, je dis rumeurs parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce, mais effectivement, ces rumeurs-là faisaient état d'un... En fait, comme si cette gestion allait être déléguée à des pays tiers. Ça a été fait dans un cas avec l'Albanie. Il y a un accord. Eh oui, il y a un cas intéressant. C'est une monstruosité humaine et juridique. Qui ne pourrait pas être dupliquée, selon vous? Est-ce que ça peut être refait dans un autre pays, peut-être d'Afrique? Au moyennant des avantages financiers, l'Albanie a accepté d'accueillir sur son territoire national des centres de rétention qui sont des centres d'enfermement. Alors, ça pose d'autres problèmes, si vous le permettez, c'est-à-dire ces centaines de milliers de migrants irréguliers qui sont dans le pays d'accueil. Quel est leur statut juridique? Première question, est-ce qu'ils sont dans le territoire de l'Union européenne? Est-ce qu'ils sont sur ce territoire? Ils ne sont pas sur le territoire juridiquement, mais de fait, ils sont sur le territoire. C'est ce qu'on appelle une fiction juridique, c'est une fiction juridique, de fait, parce que c'est une non-entrée. Voilà quand même une situation exceptionnelle où des gens sont physiquement, territorialement sur un territoire de l'Union européenne, mais qui n'ont aucune accessibilité, aucune possibilité d'être considérés comme ayant un statut d'entrant sur place. Et ça pose un certain nombre. C'est pour ça, je reprends enfin à votre question, une violation caractérisée des droits humains. Et pour ça, il faut un accueil digne et protecteur, et il faut l'abandon de ce qu'on appelle l'approche hotspot, qui est pratiquée, vous le savez, c'est-à-dire le centre d'entraînement, en Italie, en Grèce. Il y a actuellement 8 centres
hotspots qui sont au sein de l'Union européenne. Et ce qui est aussi ajouté, c'est qu'il y a la conditionnalité entre la politique des pays tiers pour ce qui est de la migration droit d'asile et l'aide au développement. Ça aussi, ça n'est pas acceptable parce que il faut... Vous savez, l'Union européenne plaide tout le temps dans tous les forats qu'il faut une réelle coopération nord-sud sur la base d'intérêts mutuels. Vous savez qu'on nous serine à longueur d'année, à longueur de colonne sur ça. Ben, il faut respecter. Il faut aussi respecter le droit international, notamment pour des opérations suivantes, le secours, apporter des secours. Combien de centaines de victimes meurent en Méditerranée ou ailleurs parce qu'il y a des décisions prises de ne pas porter secours. Et on le sait, et c'est dénoncé par des ONG. Il y a aussi le fait de régler le problème du débarquement des migrants en détresse dans un lieu sûr, et non pas n'importe où, etc. Et puis aussi le principe du non-refoulement. C'est-à-dire qu'il faut examiner les gens, il faut de l'humanité. Et il y a donc au total une multiplication de dispositifs contraignants, d'enfermement, de tri et de refoulement. Et ça, c'est contraire aux principes généraux de l'Union européenne. C'est intéressant parce que ce ne sont pas les critiques qui ont été émises par la gauche, notamment radicale, ni par les Verts, parce qu'eux, pour le coup, ils considèrent ce pacte comme une externalisation de nos frontières, ou en tout cas des frontières européennes, avec un renvoi des demandeurs vers des pays tiers sûrs. Alors, le texte Mehdi El Iwa, justement pour une lecture purement politique, a eu le soutien des groupes PPE, socialistes et Renew, justement, socialistes et démocrates, SND, donc le centre. Pourquoi et quelles conséquences, finalement, ce texte-là aura réellement sur la crise migratoire que vit l'Europe, que certainement pourrait vivre l'Europe dans l'avenir, et surtout sur les pays tiers. Alors, il y a 3 questions en une, mais bon. Je sais. Alors, moi, je vais commencer par moi, je ne suis pas d'accord avec le terme crise migratoire. Pour moi, l'Europe ne vit pas de crise migratoire. L'Europe vit une crise de frontières. Donc, c'est 2 choses un peu différentes. Et c'est la crise aux frontières qui fait apparaître ce qu'on appelle les migrants. Et vous avez raison, il y a plein de catégories de migrants. Sont un peu les victimes expiatoires de l'incapacité de l'Union européenne à définir une politique fédérale dans laquelle une gestion intégrée des frontières soit l'émanation d'une volonté, d'une souveraineté. Et surtout qu'il y a un paradoxe parce qu'il y a besoin, et dans tous les secteurs d'emploi, de personnes migrantes, et d'un autre, des difficultés à obtenir des visas, c'est-à-dire des voies sûres et légales. D'un côté, les personnes les plus diplômées ou qui ont les plus de moyens ont peu de problèmes pour pouvoir aller en Europe, voire même sont débauchés, au détriment des pays, notamment des pays africains, qui ont besoin de garder cette main-d'œuvre qualifiée. Mais d'un autre côté, on empêche d'autres personnes qui pourtant pourraient travailler dans le bâtiment, moi je reprends toujours ces exemples, mais dans tous les sacro-saints lieux des institutions des pays membres de l'Européenne, vous avez, soit dans les cuisines, soit dans le bâtiment, des personnes sans papier. C'est-à-dire que quand on a refait la façade de l'Assemblée nationale en France, c'était des gens qu'on appelle sans papier. Quand vous allez dans les cuisines autour de certaines rues de Paris ou à Madrid, c'est des personnes sans papier ou qui finissent par les obtenir. À Rome, pareil. Donc il y a quand même ça, il y a quelque chose. Il y a une certaine hypocrisie. Il y a une immense hypocrisie. Et donc, à la limite, si les Européens ne voulaient plus du tout aucune personne, plus d'étudiants, plus de cadres, plus de sans-papiers, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent complètement entre eux. La forteresse. Une forteresse raciale, au moins ça serait clair, ce que rêve d'ailleurs l'extrême droite. Je ne dis pas qu'il faut aller vers là, hein, c'est pas ça, mais au moins on comprendrait, on dirait, bon voilà, on va être contre blanc, on vous aime plus, on va être contre nous. Là, c'est pas ça, c'est que là, il y a un jeu de dupes dans lequel, en fait, on crée des dysfonctionnements immenses et qu'on crée d'ailleurs aussi le désarroi à l'intérieur de l'Union européenne comme à l'extérieur, puisqu'en fait, on se moque. On n'est pas pragmatique, on se moque de la réalité. Et donc, on se moque au niveau Parlement européen et Commission européenne. À tous les niveaux, au niveau de toutes les capitales européennes. L'Espagne, pour parler d'un pays avec lesquels nous sommes voisins, l'Espagne a laissé rentrer pendant des années, au tournant des années 2000, fin 90, début 2000, des centaines de milliers, plus d'1 million de personnes
pour les faire travailler. Moi, je faisais des observations, j'étais encore un jeune sociologue de l'autre côté, et il y avait des personnes, par exemple, que j'interviewais, notamment des francophones d'Afrique subsaharienne, qui m'expliquaient que s'ils arrivent à passer, parce que mais qu'est-ce que vous allez faire à CEPSA? Vous êtes toujours, ils auront un diplôme pour l'emploi, ou même quand ils passent à Khouzirat, enfin, à Al-Khessiras, etc., ils auront un diplôme pour l'emploi. Je sais quoi cette affaire de diplôme pour l'emploi? C'est des personnes donc, qui sont filtrées là aussi. En fait, c'était des obligations de leur propre chef à quitter le territoire espagnol. Mais les Espagnols délivraient ça, donc c'est vrai que c'était un respect tout de même, il n'y avait pas d'accueil, mais c'était un respect des personnes, délivraient ça à tour de bras, même aux Marocains qui débarquaient par les fameuses pateras. À l'époque, c'était surtout les Marocains qui mouraient d'ailleurs dans cette partie-là de la Méditerranée. Quand ils arrivaient, il y avait tout de suite un réfet, un patron qui venait les chercher dans des bus, des minibus, et les embauchait sur place. De la Guardia civile, elle appelait. Moi, je l'ai vu de mes yeux, ils appelaient pour aller chercher... Voilà, 25 ans plus tard, un demi-siècle plus tard. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, vous regardez l'Italie, l'Italie a les mêmes procédures. L'Italie fait pareil. Aujourd'hui. Les patrons viennent dans ces endroits-là, les patrons, ils viennent et ils appellent, d'accord, les caribènes, et ils demandent alors est-ce qu'il y a un bon arrivage, est-ce que tu as des gens costauds, j'ai besoin, ils font les mêmes choses. Est-ce qu'ils font les mêmes choses pour qu'après régulariser la situation de ces migrants? Pas trop vite. Mais au moins, est-ce que vous pensez que ce pacte migratoire, si on les régularise trop vite, il faut les payer. Oui, ce pacte migratoire se targue de justement accélérer les procédures, c'est-à-dire faciliter, accélérer les procédures. Si on le lit, effectivement, on peut comprendre que c'est positif. Si on lit vraiment de manière très superficielle, et sans connaître le background aussi de ce pacte migratoire, est-ce que, il va faciliter la régularisation de ces migrants qui sont embauchés? 2, est-ce qu'il va peut-être contraindre ceux qui pensent à migrer vers l'Europe de manière irrégulière? Absolument pas. En fait, on déshabille Younes pour habiller Jonas, si vous me permettez cette expression. Et ça ne changera pas, c'est toujours la même chose. C'est un jeu de dupes. Ça ne va pas empêcher les gens de continuer à faire pareil. Et pour l'instant, la question des voies légales est dédiée à 100% à la souveraineté des États membres. Donc on ne touche pas. Donc là, on revient à cette question. C'est les États qui choisissent. C'est un texte qui est voté par le Parlement européen. Après, libre à l'Italie, la Hongrie, la Grèce, la France d'adopter sa propre politique migratoire. Pourquoi on en parle autant alors pour le coup? Pourquoi existe le Parlement européen? Pourquoi avoir un pacte sur la migration et l'asile? Juste une phrase pour comprendre, c'est-à-dire que comme on est attendu en Allemagne ou en Suède ou en Danemark, peut-être pas maintenant, mais on a été attendu à un moment donné, et qu'on ne peut pas y aller directement par avion, on passe par l'Italie. Oui. Et donc, du coup, l'Italie, qui a besoin de migrants aussi, a un surplus. Oui. Et donc, elle espère qu'une partie va rester pour les faire travailler dans le pomaro, dans les tomates, et l'autre qui va partir en Allemagne. Et en fait, c'est un jeu de dupes. Il faut ajouter, si vous permettez, qu'il y a un pacte voté par le Parlement. Il y a 2 ans au moins, je l'ai dit, 2026, pour que ça soit acté et traduit donc en politique publique. Il y a des interrogations à ce sujet. Lesquelles? Première interrogation, vous l'avez dit, la législation relative au droit d'asile est une compétence nationale de chacun des 27 États membres, il faut le dire. Oui. Voilà, c'est important. Deuxième aussi interrogation connexe, la réglementation pour ce qui est du statut des migrants, également de la compétence nationale chacun des pays. Donc il y a du travail. La difficulté, c'est comment arriver donc à harmoniser les règles du droit d'asile et du droit de migration au sein de l'Union européenne. C'est un grand chantier. Ah oui, mais c'est compliqué. Mais c'est comme si on venait à harmoniser les politiques des 27 en une. À la base, le projet était économique, rappelons-le. J'y ajoute aussi l'actualisation de ce qu'on appelle les accords de Dublin. Dublin 3, Dublin 1, 2, 3, c'était que le pays qui recevait, c'était lui qui avait en charge le migrant, etc. Il y a eu des adaptations. Autre difficulté, le pacte introduit le principe d'un mécanisme de solidarité entre les États membres. Oui, j'y arrivais, justement. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire, la solidarité, c'est-à-dire on partage les frais. Or, ils sont divisés. Les 27 pays de l'Union européenne sont divisés sur ce principe. Ils ont admis le principe de solidarité, mais de fait, il y a de grandes divisions. Entre qui? Entre 3 groupes, me semble-t-il. Le groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, que le Maroc connaît,
puisque nous avons des relations privilégiées avec le groupe de Visegrad, vous le savez, qui reconnaît la cause nationale. Il y a eu une visite il y a 3 ans de notre ministre des Affaires étrangères, tout ça, etc. Il faut le signaler au passage. Alors, ce groupe de Visegrad s'oppose à toute solidarité obligatoire pour l'accueil des demandeurs d'asile, c'est-à-dire pas de taxation. Donc, une solidarité obligatoire, c'est-à-dire l'Union européenne n'a pas fixé le montant. C'est chaque État qui dira ce qu'il peut faire. On ne paiera pas les amendes. Voilà. Mais on vous donnera quand même. On peut faire un geste. Voilà, on fera un geste. Deuxième lot, c'est celui des États membres qu'on appelle de première entrée. Oui. Lesquels Grèce, Italie, Espagne, qui considèrent que cette prise en charge va excessivement reposer sur eux. C'était le fardeau, c'est nous, et donc l'impact financier, c'est nous. Donc tout ça est à revoir. C'est pas nouveau. Voilà. Donc, du coup, le pacte migratoire, il ne change rien pour ces pays non plus. Tout à fait. Et le troisième groupe donc d'États membres, c'est avec la France, qui souhaite trouver un compromis, donc permettant d'abord de lutter contre les mouvements secondaires et demandeurs d'asile, etc., et les contraintes. Voilà où nous en sommes. Je voudrais aussi ajouter, si vous le permettez, un dernier point. C'est que cette question migratoire du droit d'asile est un révélateur des contradictions de la vision européenne de partenariat, de coopération avec les pays du Sud en particulier. Est-ce qu'il y a un nouvel accord justement pour la gestion des flux migratoires entre le Maroc et l'UE ? Il y a dans les tuyaux des initiatives et des demandes européennes pour que le Maroc s'aligne à sa façon sur l'accord qui a été conclu avec la Tunisie, avec l'Égypte et la Mauritanie. Sur ce plan-là, le Maroc est extrêmement exigeant et sourcilleux. Oui, il y a une politique. Sur quel point, justement ? Sur quel point le Maroc peut-être a une vision différente de la Tunisie, ce qui est sûr, de la Tunisie ou de l'Égypte? Sur, d'abord, les conditions dans lesquelles les migrants irréguliers reconnus comme marocains, pièce à l'appui, puissent être réadmis. Donc là, c'est la question de la réadmission. Oui, la réadmission. 2, sur le droit d'asile. Autre dossier qui intéresse le Maroc aussi, c'est le renforcement des droits des mineurs et des familles. Parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de féminisation dans les flux migratoires et beaucoup d'enfants. Il y a même des enfants d'1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Donc le Maroc, sur ce plan-là, est extrêmement attaché, parce qu'il est attaché aux droits de l'homme, à ce qu'il y ait des mesures très précises pour qu'on ne nous renvoie pas des mineurs qui ne sont pas marocains ou qu'on nous renvoie des familles dont la nationalité marocaine n'est pas établie. C'est pour ça que le Maroc, sur ce plan-là, c'est la vision marocaine. Vous savez, la vision marocaine, la vision royale, c'est la dignité des citoyens. Ce sont des migrants irréguliers, mais ce sont des citoyens. Pour peu qu'on établisse que ce sont des migrants. C'est important, c'est un problème de dignité et de droits fondamentaux. Deuxième point, le Maroc a un statut. Il y a une vision royale qui a été définie. Vous savez, février 2017, l'Union africaine, que nous avions réintégrée quelques semaines auparavant, à la fin janvier 2017, a consacré Sa Majesté le Roi comme leader africain de la question migratoire. Et sur ce plan-là, nous sommes en première ligne. Il y a un observatoire de la migration qui est à Rabat. Il y a toutes les initiatives marocaines prises pour la reconnaissance, la validation des droits humains des migrants. Et sur ce plan-là, la voix marocaine est celle du Maroc, bien sûr, mais aussi elle est celle des peuples africains, des pays africains sans voix, qui n'ont pas le même impact à l'international ni la même écoute. Mais de fait, même si effectivement cela pourrait même faire le sujet d'une discussion ou d'un autre débat, ce n'est pas notre débat ce soir, mais de fait, quand on voit les pratiques qui sont en cours aujourd'hui sur l'Afrique du Nord, pour ne citer que l'Algérie et la Tunisie, dans leur traitement de ces ressortissants subsahariens qui arrivent sur leur sol et comment ils sont refoulés, on peut dire que le Maroc vraiment se distingue dans sa région, mais pas que. Alors une dernière question, peut-être un dernier mot, Mehdi Ailiwa, sur, oui, ça a été précisé par Mostafa Sahimi, c'est pas demain que ce pacte migratoire va être appliqué et mis en œuvre, mais en tout cas,
à la veille de ces élections européennes, ce texte divise déjà. Bon, il a été adopté, certes. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes vraiment en train de se diriger, pas seulement sur un ultranationalisme au niveau de pays, de pays européens, mais là, c'est toute une Union européenne qui est en train de chavirer ou de virer à droite? En fait, l'Union européenne court après l'opinion publique, parce que ce sont des démocraties libérales. Enfin, des voix. Hein. Oui, des voix, mais l'opinion publique aussi. Oui. Au-delà des voix, même loin des échéances électorales, on gouverne aussi par opinion. Les sondages d'opinion ont encore de beaux avenirs devant eux, même si des fois ils sortent des choses qui sont un peu farfelues scientifiquement parlant, mais c'est un autre débat. Et donc aujourd'hui, l'opinion publique des pays de l'Union européenne s'est durcie. Mais on voit bien qu'il se durcit de manière, on va dire, racialiste, au sens où on fait une distinction entre des races supposées, puisque c'est bien sûr dans la tête des gens qu'on pense qu'il y a des races. On parlait des pays d'entrée, les premiers pays d'entrée de l'Union européenne. On a bien vu qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine, les Polonais ou d'autres pays, ou la Roumanie, n'ont pas râlé comme ont pu râler ou comme ils ont pu râler d'autres fois sur d'autres populations, d'autres origines. Donc, en fonction de là d'où on vient, peut-être de la couleur de sa peau, ses cheveux, de ses yeux, on n'est pas perçu de la même manière. Donc c'est ça ce qui est en jeu. Et une partie de l'opinion publique européenne partage ça, ce n'est pas la majorité, mais suffisamment pour peser. Et donc, finalement, on essaye de ménager les deux. C'est pour ça que ce sont, entre guillemets, ce qu'on appelait avant les centristes qui ont voté ce texte en majorité, un peu centre-droit, un peu centre-gauche. Et donc, ils ne conviennent à personne parce qu'ils ont voulu faire une synthèse entre des mesures un peu plus protectrices et l'état d'esprit de l'extrême droite. L'extrême droite trouve que c'est trop laxiste, ça ne va pas assez loin. Et l'extrême droite se positionne bien pour les futures élections européennes. Ils vont faire des beaux scores un peu partout en Europe. Et la gauche et l'extrême gauche trouvent que ce texte, au contraire, est beaucoup trop dur et attentatoire à la dignité et aux droits humains. En tout cas, un pacte migratoire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre certainement dans cette gestion, dans cette politique migratoire européenne. Et qu'on se le dise, il y aura certainement de nouveaux épisodes dans ce feuilleton migratoire de l'Europe et nous sommes directement concernés, nous en tant que, ce qu'ils appellent un pays tiers. Merci beaucoup, Merci à vous. Frémy. Merci à vous également, professeur Livois, toujours un plaisir. plaisir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Thank you.